Bonsoir à toutes et tous. Voilà, je vais partager quelques idées avec vous sans prétendre avoir la science infuse, mais bon, c'est un sujet qui évidemment m'intéresse et m'interpelle. Et donc, je voudrais peut-être commencer à titre liminaire de dire quelques mots sur le choix de ce titre pour notre échange, l'ordre international après la guerre d'Ukraine. Peut appeler comme ça, en tout cas ici, sans prendre de risque de se retrouver condamné à 15 ans de prison, comme c'est le cas pour les Russes. Alors, c'est un titre qui, j'en conviens, est excessivement ambitieux dans sa formulation, parce qu'il se projette dans l'après-guerre d'Ukraine. Et je dirais que c'est un peu tôt, peut-être, pour réfléchir sur cette après-guerre, au fond, parce qu'on s'était de la même manière précipité pour réfléchir dès les premiers jours du confinement sur l'après-Covid, en se disant que bon, ça serait une affaire de quelques mois, et on est aujourd'hui plus de 2 ans plus tard, et avec un monde qui n'est toujours pas sorti de cette épidémie, notamment jugé par la situation en Chine, dont on mesure de plus en plus les conséquences très déstabilisantes pour l'économie mondiale. Alors, s'agissant de l'Ukraine, la situation reste à ce jour fortement marquée par l'incertitude, par ce que Clausewitz appelait le brouillard de la guerre. Je pense que c'est une notion qui parle beaucoup au général. Il faut se rappeler qu'un certain nombre de guerres avaient été pensées, conçues par leurs initiateurs comme, au fond, on a appelé une promenade militaire fraîche et joyeux. C'est dans ces termes que l'empereur Guillaume II d'Allemagne avait promis à son état-major de conduire celle qui a commencé en août 1914. Alors, tout le monde connaît la suite. J'ajouterai que la guerre du Vietnam a duré 30 ans. Celle de l'Union soviétique en Afghanistan a duré 9 années, aussi autant à peu près que la deuxième guerre d'Irak. Je dirais que pour cette raison, une certaine humilité et de rigueur avant de se projeter dans un après-guerre au contour nécessairement incertain, tant celle qui est en cours aujourd'hui est loin d'être terminée et conserve, je crois, nombre d'embranchements. Avec au sommet du spectre, on a tous entendu des options d'escalade agitées par un régime russe qui ne se prive pas de se livrer à des gesticulations menaçantes. Poutine lui-même, le président russe lui-même. Mais aussi plus bas, dans le spectre de la coercition et de la violence, on voit que la Russie mobilise une bonne partie de son potentiel militaire classique, dont il s'avère quand même qu'il n'est pas aussi impressionnant que les parades militaires sur la place rouge cherchent à le démontrer. Et enfin, on voit que la Russie mobilise également son appareil de contrôle politique et de répression avec tout ce que ça implique de censure, de propagande, de manipulation, de désinformation, et ce, en direction tant de la société russe que de l'extérieur. Alors, du côté occidental, la réactivité a été remarquable, avec d'abord une expression de solidarité avec la partie agressée, donc l'Ukraine, sous forme de sanctions appliquées très rapidement contre l'État agresseur, en l'occurrence la Russie. Et on est aujourd'hui à 5 paquets successifs en 2 mois, un peu plus de 2 mois de sanctions, et un 6e, et vous le savez, en préparation. Alors après, on a vu les uns et les autres États un peu hésiter initialement, mais après ces hésitations initiales, des livraisons d'armement de plus en plus massives ont été mises en œuvre au bénéfice de l'Ukraine, tout en veillant à rester en deçà de ce qu'on appelle un seuil de co-belligérance, dont il est d'ailleurs difficile de dire où il se situe. Alors, ces livraisons sont, je crois, de nature à changer significativement le rapport des forces sur le terrain, et avec cette aide américaine notamment qui se chiffre désormais en dizaines de milliards de dollars,
avec un président Biden qui vient de réactiver la loi Lend-Lease, hein, qui avait permis à l'Union soviétique de bénéficier, enfin pas seulement à l'Union soviétique, à tous les alliés des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais à l'Union soviétique notamment, de bénéficier de livraisons d'armement qui étaient destinées à changer le cours de la guerre. Et on l'a un peu oublié, mais il faut quand même rappeler que, à ce titre, 15 000 avions et près d'un demi-million de véhicules ont été livrés à l'Union soviétique par les États-Unis. Après cette caractérisation, cette tentative de caractérisation d'une situation non stabilisée, et donc en l'absence de visibilité sur l'après-guerre, ce que je peux vous proposer, c'est de voir quelles conséquences peuvent être tirées, à ce stade en tout cas, peuvent être tirées de l'opération militaire spéciale, c'est ainsi que on doit l'appeler en Russie, dans laquelle le président de ce pays a engagé la Russie le 24 février. Alors, je commencerai par cette réflexion par une mise en contexte historique, avec ce que j'appellerais un retour sur image en septembre 1990. Septembre 1990, qui était, on s'en souvient, enfin pour ceux d'entre nous qui étaient, disons, d'âge adulte à l'époque, c'est une époque charnière entre la guerre froide et ce qu'il est convenu d'appeler l'après-guerre froide. On est alors, septembre 1990, on est quelques semaines après l'invasion du Koweït par l'Irak. Et donc, en septembre 1990, devant le Congrès, dans un discours prononcé devant le Congrès des États-Unis, le président George Bush avait voulu lui aussi se projeter dans un après-guerre. Il voyait dans cette crise, donc ouverte par l'Irak au Koweït, l'invasion du Koweït, il voyait dans cette crise la possibilité d'un nouvel ordre mondial, disait-il, un monde où la règle de droit l'emporte sur la loi de la jungle, où le puissant respecte les droits du faible. Je termine là ma citation. Alors, la riposte à l'invasion en 1990 semblait, il est vrai, annoncer ce nouvel ordre, ce nouvel ordre mondial, et puisque le Conseil de sécurité avait adopté une résolution qui porte le numéro 678, qui autorisait, et là je cite la résolution, qui autorisait les États membres des Nations Unies à utiliser tous les moyens pour obtenir le retrait des troupes irakiennes du Koweït. Fin de citation. Une fois l'objectif atteint et le pays rétabli, donc le Koweït rétabli dans sa souveraineté grâce à cette opération qui était baptisée Tempête du désert, la coalition conduite par les États-Unis s'était retirée d'Irak, observant scrupuleusement les injonctions de la résolution 678, s'était retirée d'Irak sans aller jusqu'à Bagdad. Alors, pour autant, je crois que cette esquisse d'un nouvel ordre mondial fondé sur le droit, cette esquisse n'a pas vraiment tenu ses promesses. Elle a d'abord été écornée par l'intervention de l'OTAN en Serbie et au Kosovo. Elle a été ensuite carrément balayée par l'intervention américaine en Irak en 2003. Alors, quelles que soient les justifications avancées, et dans le second cas, elles étaient, on le sait, on s'en souvient, fondées sur des allégations mensongères, mais quelles que soient les justifications invoquées à chaque fois, ces interventions violaient le droit international. Donc, après cette deuxième guerre d'Irak, et en particulier après les attaques du 11 septembre 2001, quelques juristes, experts de droit international américains, avaient cherché à justifier une nouvelle doctrine. Une doctrine qui portait, qu'on appelait à l'époque la doctrine de l'action préemptive, qui était censée, au fond, autoriser une intervention militaire sans attendre que les critères de la légitime défense soient réunis. Un des défenseurs de cette thèse, donc un juriste nommé Michael Glennon, de cette thèse qui a été ensuite baptisée l'école de la désuétude. Et donc Glennon a formulé cette thèse sans embâche dans les termes suivants. Et là, je vais le citer parce que c'est assez clair. Lorsque une règle de droit a été de manière répétée et sur une longue période enfreinte par un nombre significatif d'États, il n'y a plus de raison de penser que les États se sentent liés par elle. Arrivé à ce stade,
La règle est tombée en désuétude, elle n'est plus obligatoire, elle cesse d'être du droit international. Et si la communauté des nations se comporte comme si certaines règles n'existaient pas, eh bien, elles n'existent pas. Et si elles n'existent pas, elles ne lient personne. Fin de citation. Et alors, pour une autre figure de cette école, qui s'appelle Anthony Clark Arend, dès lors que le droit international ne reflète plus la pratique des États, ce n'est plus du droit, mais de l'incantation creuse, un univers de papier, disait-il, ajoutant que dans la pratique, le cadre de la Charte des Nations Unies est mort, la doctrine Bush de préemption n'enfreint donc pas le droit international, puisque le cadre fixé par la Charte ne se reflète plus dans la pratique des États. Fin de citation, là aussi. Alors, je dirais que la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine apporte une amère confirmation à cette théorie à laquelle la majorité des juristes américains d'ailleurs, refusaient de souscrire, considérant, je crois à juste titre, que le propre de la règle de droit, c'est de garder cette qualité de règle de droit, même lorsqu'elle est violée. Enfin, c'est certainement le cas en droit intérieur et on peut étendre ce raisonnement au droit international. Et celle que la Charte des Nations Unies a énoncée est la clé de voûte du système de sécurité internationale. Les États membres des Nations Unies s'interdisent, en signant ce traité, en le ratifiant, s'interdisent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ainsi que le cadre de la Charte. Et seule la légitime défense individuelle ou collective en cas d'agression armée ou un mandat donné au titre du chapitre 7 par le Conseil de sécurité peuvent justifier le recours à la force. Alors je dirais que ce droit a été enfreint avec une belle constance dès le début de la guerre froide. Selon la définition retenue, le nombre de cas de transgression des règles de la Charte règles relatives au recours à la force ou non-recours à la force, le nombre de cas de transgression varie d'une vingtaine à plusieurs centaines. Aucun argument de légitime défense ne pouvait, en effet, de près ou de loin, justifier la violation donc, de cet article 2, alinéa 4, dans l'expédition franco-britannique de Suez en 1956, dans l'invasion de la République dominicaine par les États-Unis en 1965, dans l'invasion du nord de Chypre par la Turquie en 1974. Et alors, à chaque fois, quand on regarde un peu de près, les perpétrateurs, si je puis dire, enfin, en tout cas les États qui sont dans leurs interventions, ont avancé, pour justifier leurs interventions, ont avancé les prétextes les plus variés. Alors, dans le cas de Budapest 1956, c'était une insurrection anticommuniste et l'appel du chef du Parti communiste hongrois à contrer cette insurrection. Dans Prague 1968, c'était la défense du socialisme. L'Afghanistan 1979, c'était de prétendues demandes du gouvernement communiste de Kaboul. À Grenade, en 1983, c'était un coup d'État. Dans l'intervention en Serbie, donc en 1999, c'était la protection des populations albanaises du Kosovo. Irak 2003, l'argument, le prétexte était la présence d'armes de destruction massive dans ce pays. Agir en coalition, alors que cette coalition s'appelle Pacte de Varsovie, autant ou que ce soit une coalition ad hoc, agir en coalition a pu être vu comme au fond, apportant une sorte de vernis de légitimité à ces infractions. Ce qu'on a vu en février dernier, c'est que le président Poutine ne s'est encombré d'aucun de ces faux-semblants. Les mobiles qu'il a invoqués, la non-existence de la nation ukrainienne, des accusations de nazisme
véritablement emprunte au registre de l'absurde. Il est un peu difficile de voir, dans la complicité servile du régime biélorusse, d'y voir un semblant de coalition. D'ailleurs, peu après l'annexion de la Crimée, donc c'était à l'automne 2014, ce même Poutine avait au forum de Valdai, donc, le Davos de la Russie, avait brandi la menace d'un monde sans aucune règle. C'était le titre du forum de l'édition 2014 de ce forum. Et de conflits, brandit la menace de conflits impliquant les grandes puissances, mais aussi des pays à la charnière. L'Ukraine, avait-il ajouté, était donc une illustration de ce type de conflit, et ce ne serait certainement pas le dernier. J'ai relu ce discours, et donc la guerre déclarée à l'Ukraine, au fond, n'est autre que la mise à exécution de cette menace. Et je dirais que, d'une manière ou d'une autre, le message est limpide pour la puissance révisionniste qu'est la Russie. L'intérêt national est mieux servi par l'absence de règles que par l'ordre de sécurité établi, créé en 1945, que la Russie juge périmé. Alors, quelles conséquences faut-il en tirer? Je dirais qu'en appelant à un nouvel ordre mondial, c'était son expression, le président Bush espérait ressusciter l'esprit originel de la Charte des Nations Unies, qui avait été porté sur les fonds baptismaux en 1945 par son lointain prédécesseur Franklin Roosevelt, et fondé sur la renonciation par les signataires, tous les signataires, à la menace ou à l'emploi de la force. Alors, non seulement cette utopie ne s'est jamais réalisée, et je dirais que les États-Unis, notamment lorsqu'ils étaient dirigés par un autre président Bush, fils du précédent, que ces États-Unis portent à cet égard une part non négligeable de responsabilité. Mais je dirais que l'ordre fragilisé qui a tenu, au fond, durant ces décennies d'après-guerre froide, cet ordre a reçu, me semble-t-il, le coup de grâce le 24 février des mains du président Poutine, lorsqu'il a carrément déceler ce que j'appellerais la clé de voûte du système de sécurité internationale, qu'est la règle du non-recours à la force, en dehors des cas prévus par la Charte des Nations Unies, légitime défense et chapitre 7. Et j'ajouterais que cet ordre est presque logiquement condamné à se déliter dès lors que ses principaux gardiens au sein de l'organe chargé de l'administrer, cet ordre, l'organe qui est le Conseil de sécurité, dès lors que ses principaux gardiens n'assurent plus ce rôle. Comme au fond, pendant l'entre-deux-guerres, où il n'existait aucun arbitre de ce type au sein de la Société des Nations, il faut s'attendre à ce que la force prime sur le droit. Là où il n'y a pas de loi, rien n'est injuste. C'est une phrase du grand philosophe anglais, Thomas Hobbes. Et alors, Hobbes a formulé cette maxime, si je puis dire, à propos de l'ordre intérieur des États. Mais bon, c'est plus qu'une maxime, c'est un constat qui offre, je crois, une clé de compréhension des fondements de la règle de droit dans l'ordre politique, que celui-ci soit du reste intérieur ou international. Et que voit-on? On voit que le mépris affiché à cet égard vis-à-vis de l'état de droit par le régime russe, qui manifeste dans la barbarie qu'on voit à l'œuvre au quotidien en Ukraine, et bien ce mépris est aussi le reflet d'une parodie d'état de droit, je crois d'ailleurs inspirée de l'héritage soviétique. Alors ce maquillage, cet habillage dissimule mal, au fond, l'arbitraire, le mensonge, la manipulation, la propagande, l'intimidation et la répression qui sont la règle en Russie et hors de Russie, d'ailleurs, quand ce n'est pas l'assassinat.
Je vous invite à méditer 10 ans après sa disparition sur l'essai de Thérèse Delpech qu'elle avait fort opportunément intitulé L'ensauvagement, le retour de la barbarie au XXIe siècle. Alors, pour continuer de tirer les conséquences de ce nouvel ordre mondial et notamment sur ce qu'il signifie pour votre mouvement, donc votre initiative en faveur du désarmement nucléaire, je dirais que ma citation de Hobbes est à dessein, parce que je crois que la métaphore célèbre des gladiateurs est aujourd'hui la mieux à même de décrire l'état du monde tel qu'il nous apparaît. Et j'aimerais le citer là aussi, parce que je trouve que cette expression était très parlante. Hein. Voilà ce qu'écrivait Hobbes il y a quelques siècles. Les rois et les détenteurs de l'autorité souveraine sont, à cause de leur indépendance, en état de constante rivalité et dans la posture des gladiateurs, leurs armes pointées et leurs yeux fixés les uns sur les autres, c'est-à-dire leurs forts, leurs garnisons et leurs canons massés aux frontières de leur royaume, et des espions à demeure chez leurs voisins, ce qui est une posture de guerre. Et donc, en l'absence d'une autorité supérieure, c'est entre les nations, et je cite à nouveau Hobbes, entre les nations, le règne de la guerre de tous contre tous, une guerre qui ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans l'acte de combattre, mais dans la disposition reconnue au combat pendant tout le temps qu'il n'y a pas d'assurance du contraire. Fin de citation. Alors, une autre citation, un autre texte plus récent, qui n'émane pas d'un grand auteur, mais qui est extraite d'un instrument de droit international, le mémorandum de Budapest, décembre 1994. Alors, décembre 1994, il y avait dans la capitale hongroise un sommet de la CSCE, qui était peut-être déjà d'ailleurs l'OSCE, je ne sais plus, Marc nous éclairera là-dessus. Non, peut-être encore la CSCE. Et alors, en marge de ce sommet, l'Ukraine va signer le traité de non-prolifération en tant qu'État non nucléaire. Et c'est une signature qui est assortie de garanties de sécurité données par 3 puissances nucléaires, qui sont la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et alors, dans ce document, dans ce mémorandum, les 4 signataires, donc les 3 puissances garantes, réaffirment leur obligation de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'Ukraine, et qu'aucune de leurs armes ne soit utilisée contre l'Ukraine, si ce n'est en légitime défense ou d'une autre manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Les signataires s'engagent également à se consulter dans le cas où une question se poserait au sujet des engagements énoncés ci-dessus. Fin de citation. Alors, les États-Unis et la Russie ont même réaffirmé en 2009, au moment de l'expiration du traité START, ont réaffirmé la validité des assurances accordées par le mémorandum de Budapest. En 2009, Poutine était déjà aux affaires. D'ailleurs, l'Ukraine avait invoqué cet accord auprès des 3 garants en 2014 pour souligner l'atteinte que constituait l'annexion de la Crimée par la Russie. Bon, chacun sait ce qu'il en est advenu. Tout cela était assez vain. Donc, il y a évidemment une certaine ironie dans ce rapprochement entre un document qui consigne des garanties accordées par des puissances, de grandes puissances nucléaires, et rapprochement avec la réalité du terrain. Et ce qu'on voit, c'est que, d'ailleurs, Vladimir Poutine, brandit le statut de puissance nucléaire de son pays comme, au fond, instrument de sanctuarisation de ces agissements qui s'analysent en une guerre d'agression conduite avec des moyens classiques, ce qui ne peut évidemment qu'enhardir ceux qui veulent aujourd'hui s'en prévaloir pour transgresser aussi le droit international ou pour faire triompher ceux qu'ils estiment être leurs droits. Et il apparaît désormais
je dirais plus clairement que ce n'a jamais été le cas depuis la fin de la guerre froide. Il apparaît clairement que ni le droit international, ni les cadres multilatéraux n'offriront de garanties fiables de sécurité. Et ce constat que je fais a des conséquences multiples. J'en ai recensé trois, il y en a sans doute d'autres. En premier lieu, je dirais que la logique de ce qu'on appelle le dilemme de sécurité ne peut que se renforcer en poussant tous les États en mesure de le faire, tous les États en les poussant à s'armer pour se prémunir contre des menaces réelles ou perçues, incitant du coup d'autres États à faire de même. Deuxièmement, on peut s'attendre à ce que les États les plus vulnérables soient, pour leur part, enclins à se tourner vers la protection de puissants. Et donc, les logiques d'alliance, me semble-t-il, retrouveront de la vigueur. Et d'ailleurs, on le voit déjà à l'œuvre avec l'OTAN au nord de l'Europe. Enfin, je crois que le président et la première ministre finlandais se sont prononcés pour une demande d'intégration de leur pays dans l'OTAN, aujourd'hui même. Logique d'alliance, mais aussi des logiques de sphère d'influence, voire de protectorat. Voilà, ça nous renvoie bien un siècle dans le passé. Alors, plus encore qu'avant, je crois, l'ordre européen de sécurité relèvera peut-être pas de la chimère, mais certainement du mirage. Et enfin, les régimes de non-prolifération seront immanquablement fragilisés et je dirais que d'ailleurs plus largement tous les accords multilatéraux de maîtrise des armements. Et cette observation s'applique particulièrement à la non-prolifération nucléaire. Il n'est que de voir à quel point l'accord, le fameux accord DCPOA, et donc avec l'Iran et d'autres puissances, et depuis fin février, véritablement encalminé, et on voit mal ce qui pourrait le remettre sur les rails. Alors, je dirais que, en faveur du traité de non-prolifération, le TNP s'est avéré quand même une digue relativement solide contre la prolifération, démentant en cela le risque qui avait été souligné par le président Kennedy de voir apparaître, et ce dès les années, disait-il, dès les années 70, 10, 15, 20, 25 États nucléaires. C'est ce que redoutait Kennedy, ça ne s'est pas vérifié. 3 États seulement, l'Inde et le Pakistan, se sont, en s'en tenant à l'écart, donc en se tenant à l'écart du TNP, se sont réservés un droit d'accéder à l'arme nucléaire et l'ont exercé. La Corée du Nord l'a fait également, mais en se retirant du TNP. Et j'ajouterais que, évidemment, si la technologie nucléaire militaire est certes complexe, mais elle est de moins en moins inaccessible à mesure de l'accession d'un nombre croissant d'États à des niveaux, disons, suffisants de performance industrielle. Outre la Corée du Nord que j'ai mentionné, l'Iran est clairement dans cet esprit. Et je dirais que l'avantage stratégique associé à la sanctuarisation du territoire et ce qu'on appelait en théorie de la stratégie de dissuasion, le pouvoir égalisateur de l'atome, eh bien, cet avantage stratégique garde toute sa valeur. Et je m'interroge, je me demande s'il n'en a pas acquis encore davantage. Et imaginez que l'Iran parvienne à acquérir l'arme nucléaire, et je suis prêt à parier que d'autres États lui emboîteront le pas. Au total, donc, je dirais, on est dans un monde on s'achemine, et on est déjà certainement dans un monde plus dangereux, et non seulement parce qu'il n'a pas de règles qui lient les mains des acteurs les plus puissants, mais parce que l'arme nucléaire et les autres armes de destruction massive, parce que l'arme nucléaire ne peut être désinventée.
Et d'autre part, et là j'aimerais citer Henry Kissinger, qui a donné une interview intéressante il y a quelques jours, c'était le week-end dernier, au Financial Times. Et je voudrais citer dans le texte Kissinger. Nous sommes maintenant confrontés à des technologies capables de produire des niveaux de catastrophes qui n'étaient même pas imaginables. L'aspect étrange, disait Kissinger, de la situation actuelle est que les armes se multiplient des deux côtés et que leur sophistication augmente chaque année. Mais il n'y a pratiquement aucune discussion au niveau international sur ce qui se passerait si ces armes étaient réellement utilisées. Et donc, Kissinger conclut son propos en appelant toutes les parties à comprendre que nous vivons maintenant dans une ère totalement nouvelle et que nous nous en sommes tirés en négligeant, jusqu'à présent, en négligeant cet aspect. Mais à mesure que la technologie se répand dans le monde, comme c'est le cas par nature, la diplomatie et la guerre devront avoir un contenu différent et ce sera là un défi. Et c'est sur ces mots que je conclurai en ajoutant que voilà peut-être une piste pour ouvrir le débat.